Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Comme annoncé à la TAM, nous sommes déjà avec notre invité spécial. Projet reddition de comptes dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Territorialisation du développement agricole. Monsieur Moreno Dadjo, bonjour. Bonjour Madame la journaliste, Comment vous allez? je vais très bien. Je rappelle que vous êtes le directeur des programmes ATDA. Bien sûr Madame, je suis le directeur des programmes de l'ATDA du pôle 7. Alors, Monsieur Dadjo, dites-nous, territorialisation du développement agricole, quelle est la vision de cette réforme? Merci Madame la journaliste, merci à nos téléspectateurs. Je voulais dire simplement sur cette question que la réforme de la territorialisation du développement agricole a été la principale réforme effectuée, l'une des principales réformes effectuées dans le secteur agricole à l'avènement du régime du président Patrice Talon. Cette réforme a trouvé son essence dans un diagnostic qui a été fait au début du mandat du chef de l'État et qui a montré que les structures d'intervention de l'État pour l'accompagnement des agriculteurs en général étaient principalement animées par les escadres qui avaient à la fois des fonctions régaliennes de contrôle, d'inspection et autres, et en même temps des fonctions de promotion des filières. Et cela a conduisait aussi à une certaine inefficacité de l'intervention, mais aussi on constatait que ces structures étaient toutes dans des zones d'intervention sans pour autant prendre en compte de façon spécifique les exigences agroécologiques et, disons, les avantages comparatifs que pouvaient offrir ces zones agroécologiques pour la promotion et le développement de certaines filières. Donc la territorialisation du développement agricole a consisté à mettre en jeu les spécificités de chaque territoire, c'est-à-dire défini comme un espace géographique avec ses spécificités agroécologiques, climatiques et autres, ses spécificités économiques, mais aussi sociales, notamment les habitudes des populations qui s'y trouvent, pour mettre en lien ce paramètre agroécologique avec le paramètre filière, qui est quelles sont les spéculations agricoles, production animale, végétale, aquacole, qui peuvent les mieux venir dans ces environnements-là. Donc, sur cette base, le territoire de la République du Bénin a été subdivisé en 7 zones que nous appelons des pôles de développement agricole. Et chaque pôle de développement agricole est administré par une structure que nous appelons une agence territoriale de développement agricole. Et chacun de ces pôles, nous en avons 7, chacun de ces pôles a la responsabilité de faire la promotion de certaines spéculations qui sont des spéculations que nous appelons filières locomotives et subsidiairement de contribuer à la production des filières en diversification. Donc, les 7 pôles de développement agricole, si vous me permettez, commencent par le pôle que nous appelons Vallée du Niger, qui est constitué de 2 communes, de la Liborie, complètement à l'extrême, Malanville et Karimaman. C'est le pôle de développement agricole numéro 1. Et ce pôle a son siège à Malanville. Et puis, les spéculations principale que cette agence territoriale de développement a à promouvoir, c'est les cultures maraîchères et le riz. Donc au niveau national, c'est ce pôle a les cultures maraîchères et le riz en promotion. Après cela, nous avons le pôle de développement agricole numéro 2, qui est constitué de la zone de Borgou Nord et les 2 Capés, pour ceux qui connaissent un peu le Bénin. Donc le siège est à Kandi. Et ce pôle de développement agricole est essentiellement centré sur le coton et le maïs, avec le gros bétail comme culture filière locomotive. Nous avons au nord-ouest du pays, excusez-moi, le pôle de développement agricole numéro 3,
qui a son siège à Natitengu et qui est ce que nous appelons la Takura Ouest et qui a comme filière locomotive le Carité. Nous avons le pôle de développement agricole 4 qui est un pôle très vaste, près de 40% du territoire national, qui a son siège à Parakou et qui est constitué de la zone du Borgou Sud, c'est-à-dire Niki, Ndali, et Perere et Parakou, plus toute la région des collines et de la Donga, donc venant jusqu'à Dassa, et il pique dans le département du Zou, la commune de Didja. Et ce pôle de développement agricole a pour filière locomotive l'anacarde, donc le cajou, avec tous ses dérivés, et puis le soja et le manioc. Nous avons en plus en bas, donc dans le département du Koufo et d'une partie du Zou, le pôle de développement agricole numéro 5, qui a son siège à Boycon, la TDA a son siège à Boycon, et leur filière locomotive, c'est l'arboriculture fruitière, donc les mangues et les agrumes. Et nous avons ensuite le pôle de développement agricole numéro 6, qui est totalement confondu en termes de territoire au département du Plateau et qui a comme filière locomotive le palmier à huile. Donc, enfin, nous avons le pôle de développement agricole numéro 7, où j'officie en tant que directeur des programmes, qui comporte les 4 départements du Sud, c'est-à-dire l'Ouémé, l'Atlantique, le littoral et le Mono, c'est-à-dire les 24 communes du Sud. C'est une zone, disons, la zone la plus basse du pays et qui est caractérisée essentiellement par la culture. Les filières principales, c'est l'ananas et l'aquaculture, les œufs de consommation ou l'aviculture moderne, si vous me permettez, puis les autres filières en diversification. Voilà ce que l'on peut entendre par d'abord les pôles de développement agricole et la territorialisation du développement agricole de façon schématique. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que la subdivision a été faite en 7 pôles de développement agricole. Pourquoi 7? Bon, le nombre 7, c'est justement en regardant les zones agroécologiquement homogènes. Okay. Et sur la base des études antérieures qui avaient été conduites par plusieurs services de recherche agricole du Bénin, ces différentes zones que je vous ai décrites, si vous les parcourez, vous allez sentir vraiment qu'il y a une homogénéité dans le paysage. Vous allez voir que le paysage agraire est commun et les agriculteurs qui y sont ont des pratiques agricoles qui se ressemblent. Vous allez voir généralement que nous sommes dans les collines, vous allez beaucoup voir de l'igname, vous allez voir de grands champs de manioc, vous allez constater les plants d'anacarde. Lorsque vous êtes carrément dans les environs d'Alada, vous voyez beaucoup de champs d'ananas, vous allez voir d'autres cultures comme le palmier à huile et autres. Si vous allez dans le plateau, comme j'ai dit, dans la zone de Sakété, de Koubé, votre regard ne voit que les palmiers à huile. Donc on peut dire donc, que c'est compte tenu de la culture spécifique à chaque région. À chaque région. Donc pour aider l'État à mieux structurer son intervention. Auparavant, vous prenez un escadère, il est dans un territoire qui est un département, qui a un découpage administratif qui répond à d'autres critères. Donc maintenant, pour aider l'administration du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à administrer sa deuxième fonction, qui sont des fonctions régaliennes de contrôle et d'inspection de tout ce qui se fait dans le secteur agricole, nous avons aux côtés des ATDA qui administrent les pôles de développement agricole, nous avons les structures que nous appelons les directions départementales. Voilà, j'y venais parce que tout à l'heure, vous avez détaillé les attributions des agences territoriales de développement agricole. Quelles sont les attributions de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche? Merci beaucoup. Il faut dire que c'est à l'occasion de la même réforme de territorialisation qui a vu la création des ATDA que les DDAEP aussi ont été créés comme des structures sœurs qui vont administrer le volet régulation, réglementation et contrôle du secteur agricole. Donc, contrairement aux ATDA qui sont au nombre de 7, les DDAEP sont au nombre de 12 et leur territoire d'exercice est confondu
au département administratif. Donc, chaque département administratif a une direction départementale. Et la fonction essentielle de ces structures, c'est d'assurer le contrôle de tout ce qui se fait comme activité de production, de transformation, de commercialisation des produits agricoles, de contribuer à l'observance des règles et de la réglementation qui régit le secteur agricole en général, de contribuer à la production des statistiques et des données pour permettre aux acteurs du monde agricole et aux dirigeants d'avoir des informations pour être des outils d'aide à la décision et d'assurer un rôle de police sanitaire aussi, puisque les aliments que vous consommez, par exemple, il faut bien que des agents aillent les contrôler, aillent inspecter les viandes, aillent inspecter les poissons, aillent inspecter vos produits transformés qui sont dans le commerce. Ils y contribuent aussi fortement. Donc voilà essentiellement leurs fonctions, mais ils ont aussi d'autres fonctions de surveillance, de contrôle, etc., qu'ils assument aux côtés des acteurs du monde agricole. L'effectivité de tout ce processus demande quand même des ressources. Alors, dites-nous, quelles sont les ressources mobilisées par le gouvernement pour l'effectivité de cette réforme? Il faut dire que cette réforme a commencé par se mettre en place après les réflexions stratégiques à partir de 2017, où effectivement les DDAEP ont été créés et mis en place et mis en route. Et puis à la fin de l'année 2017, les ATDA aussi ont été créés et mis en route. Donc depuis ce moment, le gouvernement s'est donné les moyens de sa politique. D'abord en restructurant son personnel d'encadrement. Donc le personnel d'encadrement a été réparti entre les deux structures, les deux types de structures, d'une part les DDAEP et d'autre part les ATDA. Donc spécialement, la première des ressources était les ressources humaines. Des activités de renforcement de capacités spécifiques ont été conduites par le ministère et ses partenaires pour spécialiser les deux types de personnel dans les fonctions qui sont les leurs. Donc les fonctions de contrôle, de régulation, de collecte de statistiques, les collègues des DDAEP ont été renforcés, outillés et les moyens ont été mis en place pour que ces structures fonctionnent. De la même manière, au niveau des ATDA, les ressources humaines ont été aussi mises en place. Et dans ce cas spécifique, contrairement au passé, désormais vous avez des agents qui ont été au fil des ans outillés et affinés dans l'accompagnement de filières spécifiques. Donc vous avez des agents aujourd'hui qui sont spécialisés dans le coton, d'autres spécialisés dans l'anacarde, d'autres spécialisés dans le riz, dans l'ananas, dans l'élevage de volailles modernes, dans l'aquaculture. Donc dès que vous rentrez aujourd'hui dans une ATDA, que ce soit à la direction générale ou les démembrements qui sont les cellules communales, parce que chaque commune a un bureau des ATDA, que nous appelons la cellule communale, vous avez, selon les spéculations qui sont dominantes dans ce milieu, les spécialistes dédiés à l'accompagnement des acteurs de ce domaine. Donc si vous allez dans le pôle 6, où il y a le palmier à huile, vous allez trouver des techniciens spécialisés pour la production du palmier à huile. Vous venez dans Alada, par exemple, vous allez trouver des techniciens spécialisés dans la culture d'ananas. Vous allez à Waké, vous allez trouver des techniciens spécialisés dans la culture du riz, etc. Ça a été les premiers moyens mis en œuvre. Les deuxièmes moyens, c'était les ressources financières qu'il faut investir dans le secteur en vue de donner corps à la réforme et lui donner vraiment une raison d'être. Et à ce niveau, il faut dire que régulièrement, depuis 2018, l'État a donc décidé pour la première fois de mobiliser directement sur le budget national des ressources dédiées uniquement à l'investissement dans les filières agricoles. Dans le passé, la majorité des ressources qui étaient mobilisées pour la promotion et le développement des filières agricoles, c'était des ressources mobilisées auprès des partenaires techniques et financiers, la Banque mondiale, le FIDA et autres. Mais à partir de cette réforme, l'État a décidé de prendre sur l'impôt public et d'investir directement aux côtés des producteurs sur des programmes que nous appelons les programmes nationaux de développement des filières.
Donc, dans le volet agriculture du programme d'action du gouvernement, un certain nombre de filières que je viens de citer à travers les pôles ont été dotés de programmes. Et ces programmes sont des boussoles, des documents programmatiques qui permettent non seulement aux ATDA de définir leur intervention, mais aussi aux MAEP plus généralement de définir la ligne à suivre, même lorsqu'ils veulent négocier des financements auprès des bailleurs de fonds pour promouvoir ces filières. On peut dire qu'en moyenne, chaque année, pour cette réforme de la territorialisation, entre les ATDA, les financements donnés au DDRP pour leur fonctionnement et les ressources directement mises en place pour les filières sur les PNDF, nous avons en moyenne 24 milliards de francs CFA qui sont investis chaque année, dont environ une douzaine qui vont directement à l'appui aux filières et aux producteurs agricoles à travers plusieurs axes d'intervention. Les axes d'intervention de ces investissements, c'est d'abord l'aménagement pour faciliter la maîtrise de l'eau et des espaces agraires aux agriculteurs. Donc, beaucoup d'investissements sont allés dans le programme de développement de l'irrigation et aussi l'investissement pour mécaniser le secteur agricole et les opérations culturelles pour en diminuer la pénibilité et aussi augmenter la productivité. Donc, beaucoup de ressources sont investies sur le programme de développement de la mécanisation. Donc, aux côtés de ça, il y a les autres intrants sur lesquels l'État investit, mais place ses ressources. Il s'agit essentiellement des semences et des plants. Donc, chaque année, l'État subventionne, par exemple, pour les rejets d'ananas, la production de rejets certifiés. Pour les plants d'anacarde, la même chose, pour que les producteurs puissent l'acheter à prix réduit. La même chose se fait sur les semences de maïs ou de riz. Et même pour les poussins d'un jour, pour ceux qui veulent faire l'élevage, il y a l'État investi pour réduire le coût de revient de ces poussins aux agriculteurs. Il en est de même, par exemple, pour les alevins. Il y a des investissements importants pour permettre au Bénin d'être autonome en alevins. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, le Bénin est en capacité d'exporter ses alevins dans les pays voisins, ce qui se fait déjà. Il y a quelques années, on n'arrivait pas à satisfaire nos besoins intérieurs. En plus des semences, nous avons l'investissement aussi dans le conseil agricole. Et il s'agissait pour l'État de faire le conseil agricole à travers des prestataires privés. Donc, il y a des opérateurs de conseil agricole qui sont agréés. Aujourd'hui, l'État définit des contrats avec eux et c'est eux qui sont responsabilisés pour recruter les jeunes techniciens qui sont spécialisés dans le conseil agricole et les mettre à disposition de nos agriculteurs. Nous allons entrer, par exemple, en 2025 dans la phase de croisière de ce processus où la majorité de nos filières ont été dotées de ressources du PNDF pour administrer le conseil agricole spécialisé. À côté du conseil agricole, nous avons aussi les investissements sur l'aval des chaînes de valeur. Dans le passé, nous travaillions beaucoup sur la production primaire. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une approche filière et chaîne de valeur où nous nous assurons qu'après qu'il y ait production, nous nous assurons qu'il y ait une bonne transformation de qualité, un bon emballage du produit, un bon positionnement sur les marchés. Donc, les ressources ainsi mobilisées dont je viens de vous parler contribuent aussi à appuyer, par exemple, les transformateurs en équipement, à appuyer les différents commerçants en emballage divers et autres en infrastructures de transformation et de mise en marché. Quand vous étiez en train de parler de l'investissement du côté financier, vous avez dit que le gouvernement a préféré, à partir de 2018, investir uniquement au niveau des filières agricoles. Pourquoi? Oui, c'est d'abord pour une raison d'efficacité. Okay. Auparavant, nous n'avions pas cette approche filière dans l'intervention. Aujourd'hui, avec l'approche filière, au Bénin, pour chaque filière, vous avez un chef de programme au niveau national. Même si nous prenons par exemple, je donne un exemple, le maïs. Le maïs se produit pratiquement partout au Bénin. Oui. Mais il y a une ATDA qui est chef de file national du maïs et au sein de laquelle travaille un personnel dédié à la mise en œuvre de toute la politique de promotion du maïs au Bénin.
Donc, c'est le chef programme maïs au Bénin et il est à Kandi. Mais c'est lui qui définit les objectifs du plan de campagne avec les autres acteurs. Il décline ça pôle par pôle et il envoie les objectifs à chaque pôle de développement agricole qui y contribue pour qu'on atteigne les objectifs. Cela fait qu'il a une idée claire de ce qui doit se faire toute la campagne durant. C'est aussi lui qui répond après du niveau de réalisation des objectifs et il est quand même l'interlocuteur privilégié du ministère central pour réfléchir sur les problématiques du développement du maïs. Donc, c'est en la recherche de l'efficacité de l'intervention qu'on dit on spécialise chacun dans une filière. Donc, si vous prenez par exemple le pôle 7, moi, je suis par exemple le chef du programme ananas au Bénin. Donc, tout ce qui concerne l'ananas, on m'interpelle, je dois en répondre, je dois organiser mes collègues dans les autres territoires pour m'aider à atteindre l'objectif. Si nous prenons par exemple le programme viande et lait, par exemple, le chef de programme est à Kandi et lui s'occupe de ça dans tout le pays. Vous prenez le programme mangue, le chef de programme est à Boycon et il travaille avec tout le monde dans le pays. Donc, l'approche filière, c'est dans une recherche d'efficacité de l'intervention. Donc, les ressources sont mobilisées pour chaque filière. Et ça permet aussi de faire le suivi et d'évaluer les impacts que l'on peut avoir de l'intervention au lieu de donner une cagnotte globale à une administration qui peut la dépenser sans forcément cibler les filières prioritaires que le gouvernement aurait souhaité promouvoir. D'accord. Alors, c'est donc pour une meilleure gestion de ces filières que cette réforme a été adoptée. À la date d'aujourd'hui, quel est vraiment l'impact des directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et des agences territoriales de développement agricole sur ces filières? Le tout premier impact, c'est d'abord une certaine visibilité. Et aujourd'hui, vous vous adressez, vous êtes un investisseur, vous êtes un agriculteur, un jeune qui veut s'installer dans l'entrepreneuriat agricole et vous voulez vous investir dans n'importe quelle filière, vous avez un interlocuteur unique qui peut vous orienter efficacement, quelle que soit la spéculation que vous choisissez au Bénin. Ça, c'est d'abord un premier avantage, c'est une question de visibilité. Et depuis lors, depuis la mise en œuvre de cette réforme, il y a une meilleure documentation de ce qui se passe sur chaque filière. Et chaque année, vous pouvez avoir le plan de campagne de la filière, vous pouvez avoir ses résultats d'évaluation et ça permet de documenter tout ce qui se fait dans la filière. Ça, c'est un deuxième avantage. Le troisième avantage, c'est que par exemple, avec les ATDA qui sont mis en place, nous avons de plus en plus de clarté sur nos statistiques agricoles. Et ces statistiques agricoles par territoire et par filière sont de plus en plus affinées. Il y a quelques années, certaines spéculations ne bénéficiaient pas d'enquêtes statistiques spécifiques. Aujourd'hui, presque toutes nos spéculations agricoles bénéficient d'enquêtes statistiques spécifiques qui nous permettent d'avoir des données claires sur ce qui se fait dans le secteur. L'autre impact, c'est directement ce que nous avons remarqué en termes d'adhésion de nos partenaires, les agriculteurs. Aujourd'hui, les agriculteurs se sentent de mieux en mieux intéressés par rapport aux politiques publiques de promotion agricole parce que chaque agriculteur, si vous allez dans son exploitation, lui, il a déjà adopté l'approche filière là, et l'approche filière prioritaire depuis, puisque vous allez chez un producteur, vous allez voir qu'il fait plusieurs spéculations, mais il a toujours une spéculation dominante. Donc, il est principalement un producteur d'ananas ou principalement un éleveur de poules pondeuses. Donc, aujourd'hui, ils ont un interlocuteur et ça facilite le dialogue. Et l'autre impact important que nous avons constaté sur les filières, c'est l'amélioration significative des productions entre 2018 et maintenant. On peut prendre quelques exemples pour illustrer. Si nous prenons par exemple la production d'ananas, oui. En 2016, nous étions à une production annuelle nationale autour de 244 000 tonnes. Aujourd'hui, en 2023, nous avons produit plus de 490 000 tonnes d'ananas. Donc, ça a permis de cibler l'intervention sur cette filière. Si je prends une filière, par exemple, comme le riz, nous étions à 374 000 tonnes en 2018. En 2023, nous avons atteint 492 000 tonnes. Même si en 2022, on est passé par 525 000 tonnes aussi. Donc, si nous prenons par exemple la production d'anacarde, à titre d'exemple aussi, nous sommes passés entre 2018
et 2023 de 115 590 tonnes à 203 844 tonnes. Donc, en prenant que ces 3 ou 4 filières, vous allez constater que le fait qu'on a spécialisé des structures pour l'accompagnement spécifique des filières et qu'on a doté chaque filière de ressources et d'un plan de développement particulier, ça a permis de rationaliser l'intervention publique et de la rendre plus efficace et d'avoir un peu plus de résultats. D'accord. Y a-t-il encore d'autres projets initiés par le gouvernement, toujours dans le même cadre? Oui, aux côtés des programmes nationaux de développement des filières dont les ressources sont essentiellement du budget national et qui sont administrés par les ATDA, porteurs de chaque filière, le gouvernement, depuis 2016 jusqu'à maintenant, s'acharne avec les partenaires techniques et financiers pour mobiliser d'autres ressources complémentaires pour investir dans le secteur agricole. Je veux citer, entre autres, par exemple, sur la filière ananas, nous avons eu des ressources, des financements de Enabel à travers le projet DEFIA et des ressources de financement de la Banque mondiale à travers le projet PACOFID. Nous avons aussi des ressources du PAINES, qui sont des financements américains, et qui ont permis de contribuer aux côtés du PNDF Ananas lui-même à résoudre les difficultés que cette filière a connues. Si je prends par exemple les filières d'élevage, nous avons eu de grands programmes avec la BOAD comme le PROSER, le programme de sédentarisation des troupeaux de ruminants qui travaillent donc. Autant chaque filière, nous avons aussi d'autres bailleurs qui accompagnent le gouvernement en mobilisant des ressources pour développer ces filières, toujours dans la même approche globale que les programmes nationaux de développement des filières ont défini. Merci, Monsieur Marino Dadjo, pour toutes ces explications, pour tous ces détails que vous nous avez donnés par rapport à la réforme territorialisation du développement agricole. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de l'entretien avec notre invité spécial. C'est toujours la matinale et on revient tout juste après le clip.